Alors, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je suis Anta Niang. Je suis chercheur à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux et puis professeur aussi associé à l'école de travail social de l'université de Sherbrooke. Alors, avant de commencer et de laisser la parole à mes collègues pour se présenter en quelques mots, je voudrais d'abord tous et toutes vous remercier pour votre présence aujourd'hui, ainsi que Frédéric et toute l'équipe de l'IU pour l'organisation de cette conférence. Donc, on va vous présenter aujourd'hui une réflexion autour du devenir adulte en temps de pandémie, avec une emphase particulière sur l'interdépendance des sphères de vie en lien avec la question de l'intégration sociale des jeunes en sortie de placement au Québec. Donc, je vais maintenant donner la parole à Rosita Vargas-Diaz, Victor Fernandez et Martin Goyette, qui est chercheur principal dans ce projet, pour qu'ils puissent se présenter en quelques mots. Puis Rosita va ensuite vous présenter quelques éléments du contexte théorique dans lequel s'inscrit cette recherche. Donc, je te donne Merci la parole, Anta. Rosita. Ouais. Merci aussi tout le monde pour cette invitation et merci les personnes qui sont aujourd'hui aussi comme assistantes, en fait, qui sont là. Donc, je m'appelle Rosita Vargas, je suis professeure adjointe à l'École de travail social et criminologie à l'Université de Montréal, de Québec, de l'Université Laval, désolée. Je suis tout mêlée, en fait, aujourd'hui. Voilà, donc je laisse Victor puis Martin aussi se présenter. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Victor Fernandez. Je suis étudiant au doctorat à l'École nationale d'administration publique au campus de Montréal, sous la direction de Martin Goyette. Et je travaille sur les questions de transition à l'âge adulte des jeunes issus de la protection de la jeunesse qui sont également issus de l'immigration au Québec. Donc, Martin, si tu veux dire quelques mots pour te présenter. On va le retrouver plus tard. Il pourra se présenter un petit peu plus tard durant la présentation. Donc, je vais laisser la parole à Rosita pour introduire le contexte. Donc, merci Anta encore. Je vais vous présenter quelques éléments des contextes aussi, en fait, de la problématique. Donc, d'abord, à savoir qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui transitent la vie adulte dans les systèmes de protection à un niveau global. Ici, au Canada, en 2007, on voyait déjà que 67 000 jeunes sortaient, en fait, du système de protection pour transiter à l'âge adulte après atteinte de la majorité. Au Québec, on voit que chaque année, environ 10 000 jeunes sortent aussi pour transiter à l'âge adulte à 18 ans. Donc, d'abord, savoir que c'est un chiffre que c'est pas négligeable. Donc, c'est important de retenir cet élément aussi de contexte qui est important. Un autre élément de contexte important aussi à retenir, c'est le fait que on voit quand même en prolongation de la transition à l'âge adulte à la population générale, qui peut durer, selon différents auteurs, jusqu'à 25-30 ans. Tandis que pour les gens placés, on voit que il a tout un écart, puisqu'on les demande à l'atteinte de leur majorité, en fait, on les force à transiter à l'âge adulte sans avoir forcément de ressources puis le soutien dont ils ont besoin pour cette transition. Donc, pour les jeunes qui transitent à l'âge adulte du système de protection, on voit qu'il y a différents défis puis différentes situations qu'ils vivent. Donc, d'abord, qu'il y a des difficultés d'insertion professionnelle qui sont quand même importantes. Et on voit aussi, on observe en sous-scolarisation, un retard aussi scolaire important par rapport à la population générale. On observe également l'instabilité résidentielle ou même, en fait, des épisodes d'itinérance, puis une fragilisation du réseau de soutien, surtout des personnes significatives de leur entourage. Donc, Anta, peux-tu passer? Oui, merci beaucoup. À la sortie de placement, ces jeunes vivent des défis tellement importants que la commission Laurent a dédié un chapitre entier à la transition à l'âge adulte. Puis la commission a fait état des grands défis que vivent ces jeunes et a recommandé, je cite, de mettre en place un programme de soutien post-placement jusqu'à l'âge de 25 ans aux jeunes en transition vers l'autonomie. Ce qui fait écho avec le projet de loi 15, puis les modifications apportées à la loi de protection de la jeunesse, mais aussi à la loi sur les services santé et les services sociaux, prévoyantes, d'une part, des mesures de soutien à la transition à l'âge adulte des gens pris en charge par la protection de la jeunesse en offrant des services jusqu'à 25 ans, puis de notre part, et permettant ces jeunes placés de rester dans le milieu alternatif s'ils le souhaitent, puis s'ils ont besoin. Donc, si tu peux passer encore, merci beaucoup. Plusieurs auteurs font état des impacts néfastes que la pandémie a eu sur les jeunes qui transitent à l'âge adulte du système de protection.
La littérature montre, par exemple, qu'en raison des mesures sanitaires, beaucoup de ces gens ont perdu leurs emplois. Puis pour ces jeunes qui cherchent des emplois, il a vraiment des difficultés aussi en raison de l'instauration de mesures de protectrices telles que la vaccination. On observe également que cette fragilisation au niveau professionnel a des conséquences sur la poursuite des études. On observe par exemple un stress additionnel ajouté en fait lié à les finances de ces jeunes, des difficultés d'accès aux ressources matérielles nécessaires, ainsi que des difficultés d'accès au support social. En plus, ces jeunes qui ont à la base en fait un réseau de soutien informel et formel très fragile ont vu ces réseaux davantage se fragiliser pendant la pandémie. Par exemple, ils ont encore moins d'accès aux personnes significatives de leur entourage familial et social, ce qui a causé un sentiment d'isolement chez ces jeunes. Puis, ils ont vécu aussi une rupture et donc coupure des services en raison des mesures sanitaires, ce qui a quelque part aussi accentué leur sentiment d'isolement. Selon Pogam, les pertes d'emploi et la fragilisation des supports sociaux sont des facteurs importants à tenir compte quand on parle en fait de la précarisation des individus. Les crises affectent les personnes de façon inégale, car tout le monde ne dispose pas forcément des mêmes conditions pour faire face à des crises, comme c'est le cas en fait de la pandémie. Et en plus, il faut aussi comprendre l'interaction des multiples facteurs dans ces phénomènes. Pour cela, nous proposons de regarder les conséquences des crises, comme celle de la COVID-19, à travers un processus de double décrochage. Et nous inspirons des modèles de son de vulnérabilité de Castel, ce qui nous permet deux choses en fait. D'une part, saisir l'interaction entre les sphères relationnelles et professionnelles et scolaires en fait, pour comprendre la vulgarisation des jeunes, mais aussi ces modèles nous permettent de comprendre les processus d'une façon dynamique, en comprenant en fait comment les personnes peuvent passer d'une zone de vulnérabilité à une autre en fait, et comment ces personnes ne restent pas forcément figées dans une seule zone dans ces processus de transition à la vie adulte. Pour poursuivre, là, pour approfondir en fait notre compréhension des enjeux qui ont été rencontrés par ces jeunes durant la pandémie, en fait, on a conduit une recherche qui avait deux objectifs principaux. D'abord, en fait, il s'agissait d'essayer d'aller saisir les expériences de ces jeunes qui ont ex-placé en sortie de placement dans le contexte de la pandémie au Québec, et en échangeant plus spécifiquement et directement avec eux autour de leurs expériences de la pandémie dans différentes sphères de leur vie. Mais au-delà de l'exploration des enjeux qu'ont rencontrés ces jeunes pendant la pandémie dans chacune de leurs sphères de vie, on avait aussi la volonté d'explorer comment s'articulent en fait ces enjeux entre eux, ce qu'on appelle ici dans la présentation l'interdépendance des enjeux qui ont été vécus dans les différentes sphères de leur vie. Donc aujourd'hui, on vous présente plus spécifiquement des résultats qui témoignent de comment cette interdépendance des sphères peut apparaître sous le prisme de l'intégration sociale des jeunes en sortie de placement au Québec. Pour vous donner en fait quelques éléments de contexte méthodologique, on voulait préciser que cette recherche a été conduite dans le cadre d'une étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France, la première étude au Québec, et qui est dirigée par Martin Goyette. Donc cette étude longitudinale, en fait, elle consistait à conduire des entrevues auprès de jeunes ex-placés à 3 reprises durant leur trajectoire de placement. Donc, une fois avant la fin du placement et puis 2 fois à l'issue du placement. Et puis, entre chacune de ces vagues, les jeunes étaient contactés pour suivre l'évolution de leur situation. Puis, c'est au cours de la seconde vague de cette étude longitudinale que les jeunes, dont on va vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, dont on va vous parler aujourd'hui ont été recrutés pour participer justement à une recherche qualitative sur les impacts de la pandémie. Donc, j'en profite d'ailleurs au passage pour remercier aussi bien les personnes qui ont contribué au recrutement de ces jeunes, à la conduite des entrevues, aux transcriptions, ainsi évidemment que les jeunes eux-mêmes qui ont accepté de participer à cette recherche. Pour entrer plus en détail dans la méthodologie, on a rencontré au total 50 jeunes. Et parmi ces jeunes, donc 30 s'identifient comme femmes, 20 comme hommes. Et puis l'ensemble de ces jeunes ont fait l'objet d'un placement sous la loi de protection de la jeunesse. Pour ce qui est des critères qui concernent plus spécifiquement le recrutement, donc les jeunes qui ont été rencontrés ont été répartis au sein de 2 groupes.
avec les caractéristiques que je vais vous présenter là par la suite, par souci de comparaison. Donc, dans le premier groupe, donc le groupe A, il s'agissait de jeunes qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études secondaires, qui ont vécu au moins un épisode d'itinérance et qui ont indiqué avoir rencontré des enjeux de santé mentale. Puis dans le groupe B, donc il s'agissait plutôt de jeunes qui ont cette fois-ci obtenu un diplôme d'études secondaires, qui n'ont pas vécu, en tout cas qui ont déclaré ne pas avoir vécu d'épisode d'itinérance et qui n'ont pas indiqué avoir rencontré des enjeux de santé mentale au cours de leur parcours. Puis pendant les entrevues, donc on a abordé avec les jeunes des enjeux vécus pendant la pandémie à différents niveaux, au niveau de plusieurs sphères, donc la scolarisation, l'emploi et le revenu, la situation résidentielle, les relations sociales et familiales, leur santé mentale et puis l'accès aux services. Puis ensuite, on a effectué une analyse comparative en fonction de chacune de ces thématiques qui nous a permis d'aller regarder les différences et les similarités de leurs expériences pendant la pandémie. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Victor Fernandez qui va vous parler plus précisément des résultats qui ont émergé de cette analyse. Donc, merci Anta. Maintenant, pour les résultats qu'on va vous présenter de forme comparative groupe A et groupe B. Le premier, c'est au niveau des enjeux au niveau des parcours scolaires des jeunes durant la pandémie. En fait, dans nos deux groupes de jeunes, on voit que les deux groupes sont affectés de façon différente. Pour le groupe A, les jeunes nous racontent que leur projet d'études est davantage mis en péril par la pandémie, tandis que ceux du groupe B ont ressenti des impacts de la pandémie sur leur projet d'études, mais les conséquences sont moins élevées. Donc, beaucoup moins de mise en péril du projet directement ici. Plus précisément, pour le groupe A, on voit qu'il y a un élément qui ressortait beaucoup, c'est le manque d'accès aux ressources de base pour suivre les cours. Donc, certains jeunes ont dû faire des achats importants, notamment des ordinateurs, du matériel technologique. Certains jeunes n'avaient pas accès à un réseau Wi-Fi stable pour suivre des cours à distance. Donc, et dans plusieurs cas, ils ont dû même faire des achats à crédit, donc devoir s'endetter pour poursuivre leurs cours. Certains jeunes ont dû suivre leurs cours aussi à partir de leur téléphone. Donc, se connecter leur téléphone à un réseau, poursuivre ce qui se dit en classe avec le téléphone et le petit écran que ça implique. Certains jeunes nous expliquent que cette situation a amené au fait qu'ils ont dû interrompre leurs cours, notamment parce que les cours en ligne amenaient des difficultés de concentration trop importantes pour eux, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire le manque d'un endroit approprié pour étudier, etc. Et ça s'ajoute au fait que certains jeunes avaient déjà des troubles d'apprentissage, de l'anxiété, de la dépression. Donc, la pandémie rajoute un poids par-dessus ces enjeux-là qui faisaient en sorte que suivre les cours était trop difficile pour certains d'entre eux. On note également une interruption pour plusieurs de ces jeunes-là des services de support. On parle ici, par exemple, accès à un travailleur de rue, accès à une banque alimentaire, accès à des ressources qui leur permettaient, sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour poursuivre les études. Ce qui fait que maintenant, avec l'interruption de plusieurs de ces services-là, leur projet plusieurs d'entre eux ont dû mettre leur projet sur pause. Et c'est quelque chose qui revenait souvent chez ces jeunes-là. On entendait beaucoup, genre, on va attendre la fin. Parce que plusieurs d'entre eux voulaient reprendre des études et ils ont juste arrêté parce que la pandémie rendait des difficultés au niveau de leur situation matérielle et sociale, rendant leur situation plus instable, donc rendant plus difficile de continuer le projet. Donc, ils voulaient, pour plusieurs d'entre eux, se dire « Ouais, j'arrête, je mets ça sur pause pour l'instant et donc je vais reprendre une fois que ça va être fini. » Donc, pour plusieurs d'entre eux, les projets d'études sont devenus un projet très distant. Et lorsqu'on compare au groupe B, on voit qu'au groupe B, on voit surtout des enjeux de chute de motivation. Donc, les jeunes racontent que la pandémie et les cours en ligne ont un effet démoralisant sur leur parcours. Contrairement aux jeunes du groupe A, les jeunes du groupe B ont quand même un accès à l'équipement de base. Donc, ils ont accès à des ordinateurs, ils ont accès au matériel de façon générale qui leur permettant de suivre les cours en ligne, l'accès à un réseau Internet stable. Par contre, eux autres, ils nous racontaient que les plus gros enjeux, c'était au niveau des ressources importantes sur le campus qui étaient absentes. Donc, certains jeunes avaient besoin d'avoir accès à des laboratoires sur leur campus. Ils n'avaient pas accès, donc ça affectait leur apprentissage. L'accès à certains logiciels informatiques auxquels ils n'avaient pas accès non plus, qui affectait leur apprentissage. Ces jeunes-là du groupe B notent davantage de fatigue et de procrastination, vu qu'ils disent devoir passer de longues heures devant l'ordinateur et manquer, dans certains cas, d'endroits appropriés pour les études. Donc, passer la journée dans sa chambre, ça peut être difficile. Certains devaient quitter leur chambre pour étudier. Donc, le fait de manquer un endroit approprié, ça pourrait rendre la situation plus difficile. Et ils notent, pour ceux qui continuaient les cours en présentiel, parce que leur programme le demandait, ils notent que l'ambiance des salles de classe sur les campus est moins agréable, notamment à cause du port du masque obligatoire et de la distanciation sociale, qui faisait que les interactions étaient moins chaleureuses, tout était moins agréable à suivre les cours là-dessus. Dans la prochaine diapo, on a des exemples justement d'extraits de jeunes, de discours de jeunes intéressants là-dessus. Par exemple, nos deux jeunes du groupe A qu'on a ici, Louise et Lou, donc Louise en haut, Lou en bas, nous expliquent le vécu d'impuissance face à leur parcours scolaire durant la pandémie.
Donc, dans les deux cas, on a vraiment une notion de pré-pandémie, un discours qui est marqué par l'espoir. L'une qui nous disait qu'elle est quand même sur une bonne lancée avant le début de la COVID, et l'autre qui disait que ça allait vraiment bien également, puis que quand tout se passait bien. Et puis, on voit dans leur discours que la pandémie a mis un frein et défait plusieurs de leurs efforts. Donc, la lancée de Louise est arrêtée à cause de la COVID. Et un discours semblable chez Lou, ce qui amène chez ces deux personnes un sentiment de solitude et d'impuissance face à leur parcours. Autrement dit, il y avait une reprise en main, une sorte de contrôle sur son destin que la pandémie vient de casser ici, ou du moins de ralentir de façon significative. Contrairement à deux jeunes du groupe B, qu'on voit Inaya et Lucas, ils nous expliquent qu'ils ont quand même réussi à maintenir leur motivation malgré les défis. Donc, il y a une question d'adaptation des mesures sanitaires qui ont affecté leur concentration. Comme on disait plus tôt, plusieurs parlent de découragement et de distraction dans leur discours. Toutefois, ces jeunes ont tout de même dit avoir choisi de poursuivre leurs études malgré leur questionnement. Donc, la différence qu'on voit ici, c'est, encore une fois, pour ces jeunes-là, oui, ils trouvaient ça difficile, mais il n'y a pas vraiment eu de moment où ils se disaient « j'arrête pour de bon et je reprends plus tard ». Donc, les difficultés, ils ont dit « OK, ben, on va passer au travers, c'est pas facile, mais on va arriver ». Et l'important à mettre de l'avant ici, c'est que ce n'est pas des différences qui sont dues aux forces de caractère des jeunes, c'est vraiment, comme on a vu plus tôt, des différences dues aux obstacles à surmonter pour les jeunes des différents groupes, qui sont de nature assez différente. Et donc, lorsqu'on passe à la prochaine diapo, on peut voir des enjeux aussi au niveau de la dynamique professionnelle de ces jeunes. Donc, on voit une disparité importante dans la vie professionnelle des jeunes durant la pandémie. Les jeunes du groupe A, pour plusieurs d'entre eux, sont rentrés dans la crise sanitaire avec un parcours professionnel marqué par l'instabilité. Donc, difficulté de maintenir un emploi, difficulté de se trouver un emploi, trouve et perte d'emploi à répétition. Ce qui amène chez plusieurs d'entre eux une crainte de perdre leur emploi durant la pandémie. Donc, ils voient qu'il y a plusieurs emplois qui ferment, donc ils vivent une crainte par rapport à ça parce que c'est une situation qu'ils ont déjà vécue dans le passé. Cette situation amène pour plusieurs un frein à leur projet de vie. Donc, le fait de s'insérer à l'emploi, pour plusieurs, c'était une façon de se stabiliser, mais donc cette crainte amène pour eux une peur de devoir arrêter leur projet ou de le freiner, de le mettre sur pause. Et pour plusieurs, ces jeunes-là aussi, l'expérience d'emploi est équivalent à une lutte pour la survie durant la pandémie. Et lorsqu'on compare aux jeunes du groupe B, on voit que pour ces jeunes, l'entrée dans la crise sanitaire se fait avec un parcours qui est relativement stable, donc beaucoup moins de perte d'emploi et de retour à l'emploi que les jeunes du groupe A. Plusieurs jeunes de ce groupe-là, beaucoup d'entre eux, en fait, ne travaillaient pas durant la pandémie, mais c'est un choix qu'ils ont fait pour se dédier à leurs études. Donc, c'est des jeunes que lorsqu'on leur demandait c'est quoi votre rapport au travail, je ne travaille pas parce que je veux non seulement me dédier aux études, mais aussi des jeunes qui ont le soutien social nécessaire pour faire ce choix-là. Donc, pouvoir se dédier à temps plein pendant leurs études. Ça amène, toutefois, c'est important de dire que les jeunes ont quand même des craintes face à leur situation durant la pandémie. Ce n'est pas comme si rien ne s'était passé. Il faut quand même rappeler que c'est des jeunes qui ont quand même vécu une situation de vulnérabilité plus grande que ceux de la population générale. Donc, ils ont quand même certaines craintes liées à ça durant la pandémie, même si elles semblent moins graves que celles du groupe, moins importantes que celles du groupe A. Ici, on illustre l'argument par plusieurs extraits frappants. Si on prend l'exemple de Gabriel en premier, c'est un jeune qui nous explique qu'il a des craintes justement de perdre son emploi. Pour lui, l'emploi, c'est l'équivalent de son projet d'autonomie résidentielle. Donc, il vit chez sa mère, il veut partir de chez sa mère parce que ça va plus ou moins bien. Il cherche un emploi stable pour pouvoir le faire. Mais on voit à travers son discours qu'il ne doit vraiment pas perdre son emploi s'il veut comme partir en appartement. Et il essaie de trouver des stratégies pour réussir à atteindre son objectif. Donc, dans son cas à lui, c'est je vais appliquer dans des épiceries parce que des épiceries ne ferment pas, mais toutes les épiceries sont déjà pleines. Donc, il essaie de se trouver un emploi dans ce contexte-là, un jeune qui habite en région assez éloignée. Donc, il essaie de trouver dans ce contexte-là, mais il n'y arrive pas. Les emplois sont saturés dans le contexte, dans les milieux qui sont plus stables et qui restent ouverts. Donc, Jade du groupe A, elle nous explique que sa crainte de se trouver un emploi est liée à la crainte de perdre celui-ci, de perdre l'accès au bien-être social. Jade, qui est une jeune avec une fille, une mère monoparentale, et qu'elle voudrait se faire une réinsertion à l'emploi. Toutefois, elle voit que comme les emplois ouvrent et ferment, il y a des pertes d'emploi et des reprises d'emploi régulières à ce moment-là. Et sa crainte à elle, c'est que si elle perd son emploi, elle va devoir perdre l'accès au bien-être social sur lequel elle est. Et donc, vu qu'elle ne peut pas garantir le fait qu'elle va conserver l'emploi à cause des mesures sanitaires. Donc, elle préfère rester sur le bien-être social afin de ne pas mettre son enfant en risque et d'avoir une revenu d'argent garanti plutôt que de prendre la chance de se trouver un emploi et de le perdre et ensuite mettre elle et son enfant en situation problématique. Là, si on regarde au niveau de Maëlle du groupe B, on voit dans son cas, à elle, c'est une question, on voit beaucoup l'importance du réseau de soutien pour l'accès à l'emploi pour plusieurs jeunes.
Donc, dans son courriel, elle nous dit que toutes les fois qu'elle avait besoin de se trouver un travail, elle avait quelqu'un qui pouvait lui proposer. Donc, elle n'a jamais eu vraiment une crainte par rapport à ça parce que toutes les fois qu'elle se cherchait un travail, quelqu'un était prêt. Son extrait nous montre vraiment l'importance d'avoir un réseau de soutien, un contact important qui me permet de l'insertion à l'emploi. Et si on prend Nina du groupe B, c'est un exemple de jeunes qui aussi, malgré le fait qu'ils sont dans une situation moins précaire que ceux du groupe A, ont toutefois, malgré tout, un parcours fragilisé. Donc, c'est un jeune qui a vécu un cycle instable de perte d'emploi, ce qui a amené un stress important dans sa vie, ce qui amène des conséquences à sa santé mentale et sa motivation à continuer à chercher. Donc, on voit ici, je ne sais pas si je vais garder. Oh, attention, attends. Ouais, donc, on voit ici, je ne sais pas si je vais garder la job que je viens de recevoir. C'est assez difficile à savoir. Donc, planifier. Donc, c'est vraiment un exercice épuisant pour cette personne, en plus en contexte de pandémie, de devoir chercher un emploi. Donc, si on passe à la prochaine. Merci. Donc, finalement, on voit chez ces jeunes-là qu'il y a une disparité importante dans les conséquences de la pandémie sur les relations sociales que ces jeunes entretiennent. Pour les jeunes du groupe A, plusieurs d'entre eux nous disent que le maintien des liens avec les membres de la famille fut plus difficile. Déjà, d'entrée de jeu, pour plusieurs d'entre eux, il n'y avait pas de lien avec les personnes significatives de leur famille avant le début de la pandémie. Et ceux qui en avaient toujours ont vécu plusieurs difficultés à maintenir ces liens-là à ce niveau. Non seulement ils avaient des difficultés à maintenir ces liens, mais plusieurs jeunes ont également vécu des ruptures de liens amoureux et d'amitié durant la pandémie. Dans certains cas, c'était uniquement certains à distance. On a eu beaucoup de cas de ruptures amoureuses que les mesures de confinement ont mené à des ruptures. Et dans certains cas, pour certains jeunes, la distance, c'est également un moment de réflexion sur leur relation. Plusieurs d'entre eux nous ont quand même dit qu'ils avaient des relations qu'ils considéraient toxiques. Et que le fait de devoir maintenir une distance avec cette personne-là leur a permis de réfléchir à leur relation et de se dire, on coupe les ponts avec cette personne-là. Donc, ce n'est pas nécessairement, oui, il y a des enjeux très négatifs à ça, donc perte avec des personnes importantes, on va le voir plus loin dans les extraits, mais pour certains jeunes, on voit qu'il y a quand même un certain élément, si on veut dire positif, dans le sens, il y a des personnes qui étaient mauvaises dans mon parcours, et donc c'est l'occasion de m'en débarrasser pour moi. Ceci étant dit, c'est des jeunes de ce groupe-là sont ceux qui indiquent le plus avoir vécu un sentiment de solitude pendant la pandémie, lorsqu'on leur demande durant les entretiens. Comparé aux jeunes du groupe B, ils ont moins ressenti les impacts de la pandémie sur leur relation familiale. Les moments, quand les jeunes disaient qu'il y avait certains impacts, c'est surtout au niveau des prises de précaution, du respect des mesures sanitaires pour éviter la contamination qu'ils ont maintenue. C'est la raison pour laquelle ils ont maintenu une distance avec ceux-ci. On parle notamment des grands-parents qui revenaient souvent dans leur discours. Donc, ces jeunes-là disaient, ouais, la famille élargie, mes grands-parents sont proches, donc je leur parle un peu de temps en temps, mais on va rester loin parce qu'on ne veut pas les contaminer, parce qu'ils ont conscience des dangers que ça peut leur poser. Pas d'impact également de ces jeunes-là sur leurs amitiés. Et ça revenait assez régulièrement dans leur discours des jeunes du groupe B parce qu'ils nous disaient qu'ils pouvaient maintenir de façon assez facile le contact avec leurs amis par des moyens de communication virtuelle, donc téléphone, réseaux sociaux, Zoom, appel, tous ces moyens. Donc, ça leur permettait, même s'ils ne se voyaient pas en personne, ils pouvaient quand même trouver des façons de communiquer assez régulièrement avec ces personnes-là et donc ne pas subir des ruptures de lien. Par conséquent, c'est également des jeunes qui disent ne pas sentir de solitude durant la pandémie, notamment par leur capacité à maintenir leurs liens sociaux, autant par la force des liens que par le réseau technologique qu'ils peuvent mobiliser pour atteindre ces objectifs. Et donc, la prochaine diapo, on voit qu'il y a certains exemples très intéressants de conséquences de la pandémie chez les jeunes. Si on prend par exemple Gabriel du groupe A, il nous explique que la pandémie a affecté sa capacité à gérer sa relation avec sa mère. Comme on dit plutôt, c'est le jeune qui voulait déménager, sa relation avec sa mère, il la qualifie de toxique. Il vit avec elle. Et donc, il nous dit qu'en cas de conflit, il a tendance à son habitude de quitter la maison, il va voir ses amis, il va ventiler, il laisse la pression sortir. Sauf qu'avec les mesures sanitaires, il ne peut pas sortir voir ses amis. Il peut sortir, mais il ne peut pas voir ses amis. Et donc, il est incapable de ventiler. Donc, la frustration s'accumule. Les mesures sanitaires lui ont enlevé la capacité de gérer, ce qui amène à une détérioration des relations. Il nous disait que les conflits ont doublé, puis que là, il ne pouvait plus gérer les chicanes en quittant le foyer. Plus bas, ici, on voit Léa du groupe A qui explique comment les traumatismes liés à son expérience de placement ressortent durant la pandémie. Ça, c'est un extrait très intéressant parce qu'elle nous explique qu'elle qualifie son expérience de placement de séquestration d'un éléphant de jeunesse en décrivant vraiment la situation qu'elle a été enfermée entre 4 murs, avec des petites fenêtres. On voit vraiment que c'est un moment traumatisant dans sa vie. Ce qui a créé chez elle un sentiment de solitude, et de peur de solitude, en fait. Donc, se sentir enfermée pour elle avait une crainte de ça. Et donc, lorsqu'elle nous décrit l'expérience des mesures sanitaires, elle nous dit que ça fait ressortir toutes ces craintes, ces traumatismes chez elle. Parce que le fait de se sentir confinée chez elle, ça fait ressentir le même sentiment de se sentir enfermée qu'elle a vécu en placement. Donc, ça, c'est un extrait intéressant qui nous montre en fait l'impact des traumatismes que les jeunes peuvent vivre et comment est-ce que la pandémie peut réactiver certains d'entre eux par des mesures.
L'extrait de Lucas du groupe B en haut à droite, c'est un extrait intéressant qui nous montre en fait l'importance des réseaux sociaux pour maintenir les liens avec les amis. Donc, il nous explique que malgré le fait qu'ils ne peuvent plus se voir en personne, ils ont quand même réussi à garder les réseaux contacts et ne pas se sentir isolés. Parce qu'il nous dit, comme l'été a commencé, il reparlait, il allait voir ses amis de temps en temps, mais là, bon, refermeture, etc. Puis il n'est pas craintif par rapport à cette situation-là à cause de ses capacités à maintenir des liens en ligne. Et Lou du groupe A montre les conséquences de la pandémie sur les relations fragiles des jeunes. Un autre extrait très intéressant, parce que Lou, c'est une jeune qui cherchait à rebâtir les ponts avec sa famille. Donc, elle nous explique que le fait qu'elle a été placée, c'est le fait qu'il y a plusieurs ponts avec les membres de sa famille élargie qui ont été rompus. Et elle a fait beaucoup de travail pour rebâtir les ponts avec les membres de sa famille. Donc, elle a essayé de les recontacter, de voir plusieurs personnes. Sauf que là, elle nous dit que, comme on le voit dans l'extrait en gras ici, qu'avec la pandémie, elle a perdu les personnes avec qui elle a réussi à reprendre contact. Donc, elle construisait des liens et là, les mesures sanitaires ont rompu ces liens-là. Donc, pour elle, c'est vraiment vu comme un retour à la case départ, en fait. Donc, beaucoup d'efforts pour rebâtir un réseau de soutien qui a été rompu par les mesures sanitaires mises en place. Merci Victor. Donc d'abord, ici, les résultats, finalement, ils montrent en fait comment la pandémie a affecté les jeunes simultanément sur plusieurs sphères de leur vie, mais dans un premier temps, indépendamment du groupe auquel ils appartiennent dans la recherche, finalement. C'est-à-dire qu'un constat majeur, c'est que la pandémie a affecté tous les jeunes. Plusieurs se retrouvent en difficulté face à leur situation scolaire et la poursuite de leurs études. On en a plusieurs qui ont été précarisés au niveau de l'emploi, plusieurs qui ont vu leurs relations sociales être fragilisées. Et justement, quand on s'intéresse plus spécifiquement en fait, à cette dimension du capital social, on se rend compte que le soutien social, en fait, il est au cœur des différences qu'on a pu observer entre nos deux groupes, en tout cas dans les enjeux que les jeunes rencontrent. Donc, les jeunes du groupe B, en fait, qui bénéficiaient, par exemple, d'un soutien social plus stable avant la pandémie, eux témoignent plutôt de trajectoires d'intégration sociale qui sont peut-être moins fragilisées que ceux qui n'en disposaient pas, comme c'est le cas des jeunes ici du groupe A dont Victor vient de nous parler. Donc, finalement, le soutien social ici, c'est vraiment un levier d'intégration sociale forte pour ces jeunes, pour leur permettre de faire face aux défis qu'ils ont rencontrés pendant la pandémie, aussi bien au niveau de leur parcours scolaire que professionnel. Deux dimensions d'ailleurs, comme Rosita en a parlé, et puis Victor ensuite l'a montré dans les résultats, deux dimensions qui sont extrêmement complémentaires en fait. Donc, lorsqu'on appréhende cette dimension d'intégration sociale, ici, dans cette recherche, on se rend compte qu'il y a 4 tendances qui émergent dans nos données, des tendances en fait qu'on peut inscrire presque dans un continuum d'intégration sociale. Évidemment, ces tendances, elles sont pas exhaustives ni exclusives, mais elles viennent simplement illustrer ici des distinctions qu'on a pu nous observer dans nos données. Donc d'abord, on a des jeunes qui appartiennent généralement au groupe B, et qui sont inscrits dans ce qu'on a appelé ici une trajectoire d'intégration forte. Donc, c'est des jeunes qui seraient généralement insérés déjà dans un projet scolaire, qui sont au travail ou aux études, et qui disposent d'un réseau social qui est solide, capable de les soutenir pour pouvoir passer au travers de la crise malgré les défis qui en ont découlé. Puis ensuite, on a des jeunes qui appartiennent généralement, cette fois-ci, plus au groupe A et qui s'inscrivent ici soit dans ce qu'on a appelé une trajectoire à risque de désaffiliation, soit ce qu'on a appelé une trajectoire vers une désaffiliation finalement. Donc pour la première, donc la trajectoire à risque de désaffiliation, cette dernière, elle est caractérisée par des interruptions dans leur parcours scolaire, une précarité au niveau professionnel et aussi un effritement des relations sociales pendant la pandémie. Pour les jeunes qui se dirigent plutôt, en tout cas dans ce qu'on appelait une désaffiliation, ce sont des jeunes qui apparaissent les plus isolés dans notre échantillon. Ils comptent en général une seule personne significative avec laquelle ils peuvent entretenir parfois, ils nous disent, une relation de dépendance. Ils sont fortement précarisés au niveau de l'emploi et ils ont souvent une absence de trajectoire scolaire. Puis, ce qui est important de préciser aussi, c'est que les quelques personnes de leur entourage sont également elles-mêmes à risque de rupture des relations. Donc, on voit là ici comment ça se répercute à plusieurs niveaux. Et puis, pour finir, on a certains jeunes qui appartiennent cette fois-ci aussi bien au groupe A qu'au groupe B, qui sont plutôt ce qu'on a appelé dans une trajectoire sous tension. Pourquoi sous tension ?
parce que d'un côté, on a chez ces jeunes des difficultés à poursuivre leurs études, sans pour autant qu'ils décrochent de leurs études et qui vivent des difficultés donc, dans leur projet professionnel, mais qui, d'un autre côté, témoignent d'un réseau de soutien social fort qui est en fait ici un facteur protecteur qui leur permet de poursuivre leurs études malgré les difficultés qu'ils ont vécues durant la pandémie. Donc, on voit bien dans cette dernière trajectoire un peu cette tension entre à la fois des difficultés, des difficultés des défis qui sont rencontrés dans les trajectoires professionnelles et scolaires, mais en même temps un réseau de soutien qui permet d'aller au-delà finalement et puis de surmonter ces enjeux-là. Donc, en résumé, et pour conclure assez rapidement, en fait, les résultats qu'on vous présente aujourd'hui, ils montrent vraiment ô combien il est essentiel de concevoir les parcours de vie à la fois des jeunes, à la fois en connectant les sphères de vie et non pas en les appréhendant en silo. Donc, ceci, en fait, plutôt dans une logique de continuum du parcours. Et comme on a pu le voir là dans les résultats, c'est un continuum qui dépasse en fait l'individualisation des parcours, mais qui plutôt invite à prendre en compte le contexte, tout le contexte d'interaction dans lequel s'inscrivent ces jeunes. Donc, dans ce sens, cette recherche, en tout cas, on pense qu'elle contribue vraiment à étayer la littérature sur les impacts de la pandémie en dépassant l'analyse de parcours individuels, mais plutôt en mettant en lumière l'importance du réseau de soutien social des jeunes, qui est un objet évidemment de discussion au cœur des réflexions actuelles, mais aussi des travaux de la commission Laurent. Puis pour finir, évidemment, cette recherche, bien qu'elle mette en évidence le point de vue des jeunes, qui est essentiel hein, parce que ce sont les premières personnes concernées, cette recherche, elle invite aussi à approfondir les réflexions, peut-être par exemple en explorant les expériences des professionnels qui travaillent quotidiennement ou qui ont travaillé quotidiennement auprès de ces jeunes pendant la pandémie. Donc, un grand merci à tout le monde pour votre attention, pour votre présence. On espère que vous avez apprécié la présentation et puis on va maintenant se faire vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis recueillir vos réactions.